Africa. Le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous et bon début de semaine. Bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble. C'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Pour participer à l'émission, vous le savez, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous appelez d'ailleurs de partout ailleurs dans le monde, notamment de Lubumbashi, de Montréal, de Cotonou, de Washington DC ou encore de Port-au-Prince, ça c'est le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, France-Afrique, les nouvelles liaisons dangereuses. On en parle dans cette édition. Connue pour son action militante contre la France-Afrique depuis les années 90, et notamment grâce à l'engagement de son fondateur, le défunt François-Xavier Verschave, l'association Survie publie France-Afrique, la famille recomposée, un ouvrage dans lequel elle estime que la disparition de Foccart, l'effacement de Jacques Chirac ou de Charles Pasqua n'ont pas mis fin au système décrié de la France-Afrique. Pour l'association Survie, les œuvres du néocolonialisme français perdurent au moyen de certains instruments que sont la diplomatie, l'armée et les entreprises, ces fameux 3 E, Élysée, état-major, entreprise, que Verschave décrivait déjà en 1998 dans son célèbre ouvrage France-Afrique, le plus long scandale de la République. Mais, malgré les analyses étayées de l'association Survie, peut-on réellement affirmer qu'aucun changement n'est en cours dans les relations franco-africaines et la part, surtout, des dirigeants africains dans la perpétuation de ce système? Réponse dans ce grand débat. L'émission est réalisée, bien sûr, par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Quelques nouveaux amis qui nous ont rejoints. Est-ce qu'on peut les citer? Notre candidat aux élections, c'est le nom, c'est le nom de la personne. Notre candidat aux élections. Géraldine Paquet, Ghislain Gervais, Oloumossi, Richemont Yon-Blesson, Sem Yacouba Touré, Edger de Guillaume Lambert, Charles Yonga, Asso Undrezo, Michel Adrien et Seydou Jean Marico, de nouveaux amis, beaucoup de nouveaux amis sur facebook.com/le grand débat. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs sur la toile. Merci infiniment. Et puis, un mot, une salutation affectueuse, très amicale aussi, pour nos amis rencontrés ce week-end à Bruxelles. C'était un excellent moment passé ensemble et très utile d'ailleurs, un colloque tout à fait intéressant sur l'Afrique. Bonsoir à nos amis qui nous écoutent donc à Bruxelles. Tout de suite, le débat du jour. Toute l'actualité africaine, c'est dans le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Africa. France-Afrique, la liaison dangereuse. Nous en parlons avec nos invités au téléphone. Monsieur Thomas Noiro, il est au téléphone? Oui, il est là. Thomas Noiro, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Vous êtes membre de l'association Survie, co-auteur avec Fabrice Tari et Raphaël Granvaux du livre France-Afrique, la famille recomposée aux éditions Sileps. Nous sommes ici en studio avec Antoine Glaser. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Journaliste, fondateur de la Lettre du Continent, auteur de Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu aux éditions Fayard, dernier ouvrage paru en tout cas de Antoine Glaser. Et avec nous également en studio ici, Bruno Boudiguet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et éditeur, auteur de France-Afrique 2012, La bombe à retardement aux éditions Aviso. Merci d'être là, merci infiniment à tous. Thomas Noiro, première question pour vous. Alors, la rupture avec les mauvaises pratiques de la France-Afrique est évoquée depuis, on le sait, depuis une dizaine d'années. On parle beaucoup de rupture, alors que certains ont reproché à Nicolas Sarkozy de n'avoir pas tenu les promesses de cette rupture, alors d'autres restent sceptiques quant à la capacité ou la volonté de François Hollande d'y arriver. Alors, quand on lit votre livre, Thomas Noiro, on se dit, bon, voilà, tout cela ne serait qu'un écran de fumée, rien n'aurait changé depuis Foccart, dans les pratiques dans le cercle des acteurs de la France-Afrique. C'est bien cela, rien n'a changé. J'espère pas que c'est ce qu'on se dit quand on lit cet ouvrage. C'est l'impression qu'on a. C'est plus qu'une impression. Ce qu'on essaye de dire et d'analyser, c'est la façon dont la France-Afrique évolue. Justement, quand il y a des discours de rupture, de changement, oui. Où on va cesser avec les pratiques de la France-Afrique. Il n'y a jamais de définition qui est donnée de la France-Afrique. Un flou est entretenu là-dessus. Et la France-Afrique est perçue comme quelque chose qui n'a aucune dimension historique, qui a toujours été la même chose finalement, alors que justement, ce qu'on essaie d'introduire, c'est que la France-Afrique a évolué. Celle des années 60 n'est pas la même que celle des années 80, qui n'est pas la même que celle des années 90. Et aujourd'hui encore, ça n'est pas la même chose. Donc, on ne dit pas qu'aucun changement n'est en cours, on dit que des changements sont en cours,
que des choses évoluent, mais qu'on peut encore et qu'on doit encore parler de France-Afrique, et c'est bien ça l'objet de notre livre. Alors, je vous cite, vous écrivez comment la France-Afrique s'est-elle recomposée ces dernières années, notamment sous une présidence socialiste qui clame sa disparition. Une politique prétendument normalisée vis-à-vis de l'Afrique est-elle compatible avec le soutien toujours apporté par l'exécutif français à des régimes dictatoriaux sur fond de préservation d'intérêts jugés stratégiques? Fin de citation. Alors, selon vous, donc, la politique menée actuellement serait donc dans la stricte continuité de celle menée précédemment par Sarkozy et Chirac, pour ne pas remonter plus loin? Oui, quitte à remonter plus loin, en fait. Là encore, je reviens à la question de la définition de la France-Afrique. Si on considère la France-Afrique comme un système d'ingérence, de domination des autorités françaises vis-à-vis d'un certain nombre de pays d'Afrique, principalement l'Afrique francophone, oui, et dans lequel on retrouve des acteurs aussi divers que les dirigeants africains ou encore les militaires français, etc., des chefs d'entreprise. Donc il y a toute cette constellation d'acteurs. Alors oui, on est dans le prolongement, il y a des évolutions. Les aspects les plus sulfureux sont aujourd'hui moins visibles. On a, en quelque sorte, on a mis fin à certains errements ou certains scandales les plus visibles, et pour autant les piliers institutionnels, eux, sont maintenus avec l'armée française, avec le franc CFA, et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on doit continuer à parler de France-Afrique. Mais comment définissez-vous précisément ces évolutions dont vous parlez? Au niveau, c'est pour ça qu'on est reparti, comme vous le disiez en introduction, des 3 E dont parlait François-Xavier Verschave, l'Élysée, l'état-major, les entreprises, c'était 3 des principaux pouvoirs qui structure la France-Afrique. Sur la partie du pouvoir politique et diplomatique, c'est avant tout une institutionnalisation, une normalisation avec l'acceptation d'une relation. On dit que la cellule africaine de l'Élysée a disparu, mais on maintient une chaîne directe avec la conseillère Afrique, quitte à ce qu'elle aille, comme ces derniers jours, recadrer des dirigeants africains, puisqu'elle était en Centrafrique pour recadrer Catherine Samba-Panza. On maintient, légitime là encore, le franc CFA en disant que ça c'est un système qui est bon, qui est positif pour l'Afrique. C'est tout le discours que cet exécutif a mis en place. Et puis on continue d'accueillir des dictateurs à l'Élysée. On parle de bonne gouvernance à ce moment-là pour faire accepter ça. On rencontre éventuellement des opposants, mais on continue de légitimer ces régimes-là. Et sur le plan militaire, là, c'est un retour aux fondamentaux avec une armée française qui se redéploie actuellement au Sahel, en dehors même de tout cadre onusien, qui considère que c'est son précaré. Et au niveau des entreprises, là, c'est un petit peu plus complexe, on pourra y revenir, mais c'est lié aux évolutions de la mondialisation. Alors, Antoine Glaser, je me tourne vers vous. Alors, est-ce que vous partagez ces analyses, vous qui, dans votre ouvrage, mettez en avant fortement, non pas la disparition de la France-Afrique, mais un changement majeur intervenu dans ce système, c'est-à-dire l'action devenue prépondérante des acteurs africains, les dirigeants précisément, dans le système des relations franco-africaines? C'est-à-dire, c'est toujours une position un peu difficile, dans le sens où pendant 30 ans, j'ai finalement travaillé sur ces réseaux de la France-Afrique à travers différents ouvrages, chez Messieurs Africains, chez Messieurs Afrique 2. Et je crois qu'il faut bien comprendre que la France-Afrique, en fait, pour moi, la France-Afrique, c'était un système intégré, politique, militaire, financier, économique, qui était un système qui avait une cohérence interne, qui était le système du temps de la guerre froide, disons de 1960 à la chute du mur de Berlin. C'était un système intégré. Ensuite, ce que j'appelle France-Afrique, c'est vraiment ce qui reste de réseau. Ça veut dire bien sûr qu'il y a une France-Afrique, bien sûr qu'il y a des gens qui ont des intérêts en Afrique et qui continuent à travers leur réseau à être influents avec des réseaux d'influence. Ça, c'est une réalité. Par contre, ce que je crois profondément, c'est que je trouve que c'est une arrogance française de sous-estimer complètement les chefs d'État africains. Et c'est pour ça que c'est un peu rapide, mais je dis qu'on est passé de la France-Afrique à l'Afrique à France, dans le sens où les chefs d'État africains, soit on continue à Paris à penser que la France est puissante, instrumentalise tout, il n'y a pas un criquet qui se traduit en Afrique sans que la France soit au courant ou manipule tout, soit on comprend que l'Afrique se mondialise, la France se recroqueville, l'Afrique se mondialise à une vitesse grand V, et que du coup ces chefs d'État africains, c'est eux qui animent très souvent ces réseaux
de la France-Afrique. Et quand vous voyez, si vous prenez tous les livres de François-Xavier Verschaff, tous les livres de survie, ils sont truffés de la lettre du continent, parce que finalement ils ont utilisé tout le travail que j'ai fait pendant 30 ans sur justement ces réseaux de la France-Afrique. Mais il faut qu'ils comprennent que maintenant, il y a une certaine évolution et il faut être quand même de croire que les chefs d'État africains ne manipulent pas, n'instrumentalisent pas et sont pas, eux, à la manœuvre vis-à-vis des politiques français. C'est une erreur. Alors, Thomas Leroy, justement, pourquoi dans votre ouvrage, vous ne mentionnez jamais justement le rôle de plus en plus prépondérant des élites africaines dans le maintien de ce système? Bah si. Non, je pose la question à Thomas Leroy. Ah oui, pardon. Thomas Leroy qui est au téléphone. Du rôle de plus en plus prépondérant, il faut voir de quel chef d'État on parle. Le problème est toujours de globaliser sous une seule catégorie d'acteurs. Non, mais c'est un élément important quand même qui a intervenu ces dernières années, non? Je vais répondre à votre question, mais simplement, dans les ouvrages de François-Xavier Verschaff, dans les analyses que Survie a publiées précédemment, la dimension sur la responsabilité des élites africaines a toujours été présente. Et sur le rôle que certains peuvent jouer, on pense à Omar Bongo, on pense à Félix Houphouët-Boigny, ce rôle-là est évidemment prépondérant dans l'histoire de la France-Afrique. Donc, là-dessus, je peux rejoindre Antoine Glaser. Simplement, quand on prend l'analyse d'Antoine Glaser dans son livre Africa-France, justement, il évoque un retournement et en citant ces acteurs principaux que sont Houphouët, Omar Bongo, et où en fait il mélange des exemples anciens et des exemples récents. Il n'y a pas, selon nous, un rôle forcément prépondérant, plus important aujourd'hui des chefs d'État africains en général que des chefs d'État africains. Alors, avec certaines réserves, évidemment, on ne parle pas du lendemain même des indépendances où là, toute l'armée est tenue par la coopération militaire, etc. Mais il y a un certain nombre de chefs d'État qui savent se positionner, qui savent aujourd'hui avoir leur propre agenda. On pense à Idriss Déby, dont on parle dans notre ouvrage. On pense éventuellement à Denis Sassou Nguesso qui arrive à se repositionner à l'occasion de la crise centrafricaine, qui se rendent un peu nécessaires face à la diplomatie française. Donc il y a des jeux d'acteurs. Donc on n'est plus dans la France-Afrique où Paris serait le Deus ex machina, comme ça, qui tirerait les ficelles, qui serait le dominateur absolu du système et l'ordonnateur absolu du système. Ah mais ça, c'est plus le cas depuis les années 90. Et ça, Survie l'avait écrit, même François-Xavier Verschaff l'avait écrit. Vous êtes d'accord avec Antoine Glaser, finalement? Silence, qui est publié en 2000, le détaille très bien. Donc, il y a une simplification qui est faite en général du discours de Survie et de l'analyse de la France-Afrique pour plus facilement rejeter toute la critique plus fine qu'elle contient sur la manière dont des jeux d'acteurs, ces réseaux dont a parlé Antoine Glaser, mais avec des mécanismes institutionnels puissants qu'on retrouve au niveau de l'état-major français, au niveau du franc CFA, au niveau de l'Agence française de développement, maintiennent pour le coup une influence française prépondérante et en fait privent les peuples africains de leur souveraineté. Oui, mais finalement, je ne vois pas tellement de frontières étanches entre ce que vous dites et ce qu'écrit Antoine Glaser, parce que dans votre ouvrage, je lis notamment que d'autres tentent même, je cite, d'autres tentent même de décrire une inversion du paradigme de domination à travers la théorie de la France-Afrique inversée, chère à Antoine Glaser, à l'origine du concept fumeux, écrivez-vous, de l'Afrique à France, théorie également relayée dans la série documentaire France-Afrique de Patrick Benquet, diffusée par France Télévisions en 2010-2011. Bon, voilà, pour vous quand même, vous dire que vous ne mettez pas autant en avant que le fait Antoine Glaser, quand on vous lit en tout cas, ce rôle qui est devenu aujourd'hui en fait le rôle prépondérant des élites africaines au cœur, je dirais, de l'actualité de la France-Afrique. Ah non, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les élites africaines tiennent toutes le pouvoir parisien entre leurs mains, parce que c'est ça la thèse d'Antoine Glaser qu'il essaye de démontrer dans son ouvrage, et c'est là où on est complètement en désaccord avec lui. Et finalement, il y a un certain nombre d'exemples où on peut trouver, oui, un Omar Bongo qui manie assez finement la politique française, qui a assez de scandales accumulés sur les principaux acteurs de la vie politique française pour pouvoir finalement faire marcher ces gens-là, et qui arrive aussi à ne pas s'opposer frontalement aux intérêts de ces politiques et de l'état-major français, parce que c'est ça qui est important. À chaque fois qu'on nous parle des élites africaines qui ont ce pouvoir, cette prépondérance dans le jeu politique, on constate qu'elles ne s'opposent pas aux intérêts politiques français. Thomas ? Que se passe-t-il quand elles s'y opposent? L'histoire a montré que ça ne leur réussit pas.
Thomas Noireau, restez avec nous. On va marquer une pause pour la publicité et on verra évidemment au fil de la discussion du débat à qui profite réellement aujourd'hui ce système de la France-Afrique. C'est évidemment la question qui est au cœur de ce débat. Et nous écouterons aussi Bruno Boudiguet qui vous a écouté avec beaucoup d'attention, avec qui nous parlons de son ouvrage France-Afrique 2012, la bombe à retardement aux éditions Aviso. Restez avec nous, à tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. L'actualité de la France-Afrique, on voit que ce n'est pas la même pour tout le monde. On entend en tout cas avec nos invités, Thomas Noireau, membre de l'association Survie, co-auteur avec Fabrice Tarit et Raphaël Granvaux du livre France-Afrique, la famille recomposée aux éditions SIDEPS. Antoine Glaser, journaliste, fondateur de la Lettre du Continent, dernier ouvrage paru. Africa-France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu aux éditions Fayard. Et Bruno Boudiguet, journaliste et éditeur, auteur de France-Afrique 2012, la bombe à retardement aux éditions Aviso. Alors, justement, Bruno Boudiguet, oui. alors, donc, je viens à votre ouvrage, parce que voilà, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, la bombe à retardement, France-Afrique 2012. Alors, quel regard vous portez-vous justement sur ces relations franco-africaines depuis 2012, puisque c'est un peu le point d'appui de votre ouvrage, année de l'élection de François Hollande. Pourquoi avancez-vous l'idée d'une bombe à retardement? Bon, parce qu'en fait, avec plus de 50 ans de domination, à un moment donné, il va y avoir un retour de bâton. C'est tout simple. Je veux dire. Alors, je voudrais revenir justement à la première phrase du livre d'Antoine Glaser, enfin la quatrième de couverture. Et si l'Afrique avait marabouté la France, bon, j'arrive pas à adhérer à cette théorie parce que quelque part, moi, ce que je ressens, c'est un peu comme si on disait que l'esclave avait plus de pouvoir que le maître. Vous êtes carrément vous dans l'opposition esclave et maître aujourd'hui. Disons que voilà, c'est-à-dire que par exemple, on emploie on parle souvent de l'exemple du Gabon. Le Gabon, c'est quand même un PIB qui est 100 fois plus petit que celui de la France. Pour soumettre des élites politiques françaises, ça me pose quand même un réel problème. Alors évidemment, la France-Afrique évolue comme les virus. Mais quand on prend dans la globalité, le PIB de la France, il est 15 fois plus grand que toutes ces anciennes colonies subsahariennes réunies. C'est quand même la 5e puissance économique mondiale. On dit 5e, ça peut être 6e ou 7e. Ouais, bon, voilà, ouais. Allez, bon. Mais toujours dans le top 5 des pays exportateurs d'armes. La France qui est aussi, à l'échelle du monde, un État confetti, qui est quasiment la première puissance diplomatique mondiale, et c'est aussi, n'oublions pas, la première puissance militaire en Afrique. Donc, je vais pas vous citer toutes les bases, mais il y en a quand même un certain nombre. En Afrique francophone, vous voulez dire? Oui, Sénégal, Gabon, Djibouti, Tchad, Côte d'Ivoire, Mali, Centrale, etc. Oui. Et donc, bon, quand on parle de domination ou de non-domination, moi, j'ai jamais vu, par exemple, des Africains débarquer en France pour résoudre des problèmes internes, comme par exemple lors de la crise des banlieues en 2005. Est-ce qu'il y a une base militaire africaine en France? Non. Est-ce qu'il y a des bases militaires françaises à l'étranger? Oui, et elles sont quasiment toutes en Afrique. Donc moi, je dis que celui qui fait le gendarme, c'est l'arbitre, c'est le maître. Et elle est où la bombe alors, la bombe à retardement? La bombe à retardement, c'est la jeunesse africaine, c'est qui va à un moment donné se rebeller contre ce système, contre ces dictateurs qui sont soutenus donc bien souvent par la France, et à un moment donné, déjà depuis plusieurs années déjà. Oui, elle est là et elle va pousser de plus en plus. Et à un moment donné, je pense que l'État français et ses entreprises vont être bottés dehors à un moment donné. Ah oui. Il y a eu tellement d'exemples de crimes de la France-Afrique, surtout d'ailleurs hors de son précaré. Quand je parle surtout, par exemple, au Rwanda, mais aussi au Libéria, la Sierra Leone, le Biafra, et il y a aussi donc dans le précaré le Cameroun où il y a eu une guerre atroce et il y a quand même énormément de gens qui s'en souviennent. La jeunesse se réapproprie peu à peu l'histoire aussi. Donc voilà. Pour parler du présent, depuis 2012-2014, bon, c'est vrai que alors depuis 25 ans, la guerre froide est terminée. Ok, mais alors au Togo en 2005, qu'est-ce qui se passe? On a le fils Eyadema qui prend le pouvoir après que son père ait régné pendant 40 ans. Idriss Déby est maintenu au pouvoir par l'armée française en 2008. C'est quand même il y a pas très longtemps. Au Gabon, le résultat des élections, on le sait, a été inversé. Donc voilà.
Il n'y a pas vraiment au fond, pour vous, de changement. C'est ce que ne dit pas Thomas Noirot. Rien n'a changé finalement, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que la France-Afrique est mute comme un virus, mais la domination, elle est toujours là. Il suffit de regarder les indicateurs économiques et la puissance militaire, la première puissance militaire en Afrique. Antoine Glaser. D'abord, moi, je vais dire, je suis journaliste. Hein. Je veux dire, j'analyse les choses, je vois les faits, je vois les évolutions sur une longue période. Et c'est vrai que c'est pour ça que, bien sûr, je suis un citoyen du monde, mais je suis pas un militant. Donc, je veux dire, c'est vraiment une analyse très concrète avec des faits, des enquêtes. Quand je montre comment des chefs d'État ont réussi à corrompre la classe politique en France, c'est une réalité. On parle beaucoup en ce moment du Kazakhstan, on parle beaucoup des affaires au niveau de la classe politique en France. Mais je veux dire, en Afrique, on n'en parle pas parce que il y a quelques dossiers qui sont sortis comme au moment de l'affaire Elf. Mais on ne mesure pas à quel point un certain nombre de chefs d'État contrôlaient la classe politique en France, comment des chefs d'État, comme on parle toujours de Omar Bongo, mais actuellement il y a des chefs d'État, même Idriss Déby du Tchad, c'est pas il y a 50 ans, il y a un certain nombre de chefs d'État qui sont toujours au pouvoir et qui ont des réseaux d'influence en France, à travers des réseaux d'influence soit militaires. Que Hollande ne voulait pas rencontrer quand il a été élu et à qui il est obligé aujourd'hui de téléphoner, disons, assidûment. Que ça soit au parti. Vous voulez dire que les rapports de force ont changé? Mais les rapports de force ont changé. L'Afrique s'est mondialisée. Les chefs d'État ont le monde entier dans leur salle d'attente. Et ils ont même une certaine condescendance vis-à-vis de la France. C'est pour ça que moi je veux bien que la France, 5e puissance mondiale, etc. Mais il faut prendre conscience que la France est totalement affaiblie actuellement, que l'armée française sert de cache-misère à en fait une présence française qui s'est complètement réduite. Bien sûr qu'un certain nombre, j'étais le premier à parler des BNB de Bouygues et Bolloré sur le port d'Abidjan, ou bien sûr qu'il y a une dizaine de Happy Few, de grands groupes français qui font encore énormément d'argent en Afrique, en particulier Total en Angola et en Nigeria. Mais il faut comprendre que ces rapports-là, ils sont en train de s'inverser parce qu'encore une fois, l'Afrique se mondialise et je peux vous citer des milliers d'exemples, on va pas le faire parce que ça serait fastidieux, mais des groupes français qui sont fous furieux parce que maintenant, avant, il suffisait d'un coup de téléphone au chef de l'État pour avoir le marché. Maintenant, ils sont en concurrence. Même Alassane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir grâce à l'armée française. Maintenant, les types d'un certain nombre de groupes français sont pas heureux parce qu'il y a la Corée du Sud, il y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a un patron français qui me dit on arrive à Abidjan, il y a un calicot en disant bienvenue au patronat turc à Abidjan. Les Français pendant des années se sont sentis chez eux en Afrique et de croire qu'ils sont encore chez eux, c'est une erreur fondamentale. Donc c'est vrai que vu de Paris, on a l'impression que ça change pas, que la France instrumentalise, manipule, mais il faut pas sous-estimer. Alors, on va pas parler, vous avez déjà en parler, des rapports, que ce soit le rapport Védrine. On va en parler tout à l'heure, on en a parlé, on en reparlera. Ça veut dire, globalement. Des rapports qui disent que l'Afrique est l'avenir de la France, c'est ça? Alors, non seulement ils disent que l'Afrique est l'avenir de la France, mais ils disent simplement que la France, n'a pas vu que l'Afrique se mondialisait, n'a pas vu qu'ils perdaient des contrats, ils n'ont pas vu arriver les puissances émergentes du continent. Et c'est ça, la réalité actuellement. Bien sûr, il y a le franc CFA, bien sûr, il y a encore les militaires français, et c'est vrai que c'est la vraie question, c'est aussi qu'il n'y a pas de débat en France sur la présence militaire française en Afrique. Ça, c'est une réalité. Mais le reste du business, croyez-moi que il y avait un débat ce matin au Monde qui ont fait un débat sur l'Afrique parce qu'ils veulent lancer un site sur l'Afrique. Donc, je veux dire, il y a quand même une mobilisation sur l'Afrique. Il y avait un coopérant qui était à côté de moi et qui me disait, je vous ai jamais raconté ça. Mais quand il y avait une coopérante de la CGT au Gabon, Bongo l'a fait virer dans la journée. Il a quand même eu la peau de 2 ministres de la coopération. Alors, avant d'écouter les réactions, évidemment, ou les réponses de Thomas Noirot et aussi de Bruno Boudiguer, on va marquer une pause et voilà, quand même, j'ai encore le temps de lire quelques messages qui nous parviennent sur facebook.com/le grand débat. Gilles Vianney Fanouvi qui nous écrit: pour moi, la question n'est pas s'il y a un changement ou pas, la question est de savoir si le changement profite au peuple. La place de la France dans le concert des nations tient à ses rapports avec l'Afrique, elle ne peut pas s'en passer, écrit Gilles Vianney Fanouvi. Et Marc Oussou qui nous demande si l'ouvrage de survie sera en vente en Amérique du Nord. Il est très intéressé, dit-il. C'est vrai que Marc Oussou nous envoie ce message depuis le Canada. Et nous allons marquer une pause, suite du grand débat, juste après, dans 2 minutes, on revient. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Débat autour de la France-Afrique aujourd'hui, de nouvelles liaisons dangereuses. S'il y en a, en tout cas, on va essayer de comprendre ça avec nos invités. Bruno Boudiguet, Antoine Glaser et Thomas Noirot. Thomas Noirot qui est au téléphone. Alors, je m'en savoir, après, c'est vrai, hein, c'est ce que disait Antoine Glaser, on a plutôt l'impression dans les discours officiels, aujourd'hui en France, que ce pays prend acte du fait qu'elle perd en influence en Afrique, au profit notamment de la Chine. Hein. Évidemment, on parle beaucoup de la Chine. Alors, c'est vrai qu'on entend de plus en plus que la France doit procéder à de nouveaux réglages pour défendre ses intérêts en Afrique. Et même certains n'hésitent pas, comme je le disais il y a quelques instants, à clamer que l'Afrique est l'avenir de la France. On est quand même plus tout à fait dans un système de domination à l'ancienne, Thomas Noirot, non? Ou alors, tout cela n'est que du cinéma? Non, il ne s'agit pas de dire que tout est exactement comme avant. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont exagérées ou qui sont déformées. Et quand on nous parle notamment de la percée chinoise et que ça menacerait les positions françaises, c'est lire de travers le rapport Védrine. Parce que le rapport Védrine, s'il parle de diminution des parts de marché des entreprises françaises en Afrique, il dit aussi qu'en réalité, ce marché a considérablement augmenté. Et vous aviez Alexandre Villegrain, qui est le PDG de Somdia, peut-être un des happy few auxquels pensait Antoine Glaser quand il parlait de quelques entreprises françaises, mais qui est aussi le président du Conseil français des investisseurs en Afrique, qui disait que compte tenu des taux de croissance de cette zone, il est tout à fait normal que nos parts de marché diminuent. L'essentiel est que le chiffre d'affaires progresse. Ça, c'est une interview qu'il a faite en décembre à Jeune Afrique au moment de la sortie du rapport Védrine. Donc, si vous voulez, il y a effectivement une ruée, peut-être une nouvelle ruée vers le continent africain aujourd'hui, qui permet de décomplexer complètement les discours dans le prolongement de la diplomatie économique, même si la diplomatie économique, ça concerne pas que l'Afrique. Et on vient maintenant avec tous les rapports. Il y a eu la mention du rapport Védrine, donc du rapport au Sénat, l'Afrique est notre avenir. Il y en a d'autres, des rapports à l'ENA, etc. Sans cesse, ça n'arrête pas de fleurir. Mais qu'est-ce qui lit ces rapports-là, Thomas Noirot? Qu'est-ce qui lit ces rapports finalement, à part ceux qui les écrivent et ceux qui les commandent? Eh bien, pour le coup, les décideurs et tous les cercles de pouvoir à Paris, et effectivement, ensuite, ça vient alimenter dans les médias, diffuser une certaine idée que la France, oui, serait en train de perdre l'Afrique. Est-ce que cette idée qui est diffusée, est-ce qu'elle est réellement agissante sur le terrain en Afrique? Pardon? Est-ce que cette idée est agissante réellement, au-delà des rapports? L'idée elle-même, oui. Ce qui est agissant sur place, sur le terrain, on constate l'arrivée d'autres entreprises, effectivement, on constate d'autres contrats. Ça, c'est une réalité tangible dans les différents pays, même s'il y a un décalage en Afrique francophone par rapport au reste de l'Afrique, parce qu'il y a eu un effet de préservation grâce à la zone d'influence, et notamment du franc CFA. Notamment, j'ai envie de vous rappeler que les deux principaux partenaires, les premiers partenaires commerciaux de la France aujourd'hui en Afrique, c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ce sont même pas des pays francophones. Bien sûr, là, il faut s'interroger pourquoi est-ce que ce sont ces pays qui ont des économies aussi florissantes, aussi importantes? Pourquoi deux pays anglophones? Et pourquoi est-ce que l'Afrique francophone végète? Pourquoi est-ce que là où la France intervient diplomatiquement, militairement, économiquement depuis 50 ans, on a des économies qui végètent alors qu'on a les mêmes atouts que dans les pays autour? Donc là, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faudrait prendre la question, et ça, notre diplomatie l'évite correctement. Donc, je pense que c'est dans ces termes qu'il faut poser la question. On pourrait également interroger les responsabilités internes aussi dans ces pays, non? Évidemment, mais ça, on n'a jamais cessé de le dire. Et là-dessus, on rejoint le fait, si on dénonce les dictatures dans ces pays-là, c'est bien pour dire qu'il y a une responsabilité interne. Mais par contre, il ne s'agit pas seulement de dire ça, il faut regarder les mouvements sociaux, ceux qui sont, au passage, une des absences notoires du livre d'Antoine Glaser. Si vous avez des chefs d'État aujourd'hui qui sont contraints de prendre certaines positions, c'est parce qu'il y a le mouvement social qui se structure dans ces pays-là et qui les pousse progressivement à prendre des mesures qu'ils ne souhaiteraient peut-être pas nécessairement prendre, mais aujourd'hui, ces mouvements-là sont plus forts qu'autrefois. Et surtout, il faut voir qu'autrefois, quand il y a eu de la répression, c'était systématiquement avec le soutien de la France. Et que quand il y a eu cette répression, c'est complètement passé au travers des médias français qui n'en ont pas parlé. Et avec des exemples encore récents, on pourrait citer le Cameroun en 2008. Donc, par rapport à ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être un petit peu rappeler dans l'analyse. Ensuite, par rapport à l'analyse très concrète dont se targue Antoine Glaser, en fait, il cite surtout beaucoup de petites phrases et quelques faits. Décidément, vous n'aimez pas le livre d'Antoine Glaser, hein, on l'entend bien. Hein. Oui, effectivement.
complètement, parce que il mélange un certain nombre d'éléments à la fois du passé et du présent. Il nous dit qu'Idriss Déby fait partie des chefs d'État qui ont complètement pris le pouvoir, mais il nous dit 2 pages avant que l'armée française l'a encore sauvé en 2005 et en 2008, comme l'a rappelé Bruno Boudiguet tout à l'heure. Et là, il nous parle de la condescendance avec laquelle les chefs d'État africains parlent et évoquent le fait que le monde entier vient dans leur salle d'attente. Quand François Hollande a été élu, on l'a pas vu se presser pour aller essayer d'obtenir un entretien avec Idriss Déby. On a plutôt vu Sassou Nguesso, Idriss Déby, Blaise Compaoré faire des pieds et des mains pour être reçus par lui. Et donc cette condescendance, il faut peut-être aussi s'interroger sur le paternalisme avec lequel c'est fait. Il pouvait y avoir la même condescendance dans les propos d'un Léon Mba ou d'autres chefs d'État qui n'avaient pour le coup aucun pouvoir opérationnel au lendemain des indépendances, mais qu'on laissait volontiers croire qu'ils étaient les patrons. Mais la question qu'on se pose, Thomas Noro, ne suffisent pas à démontrer quoi que ce soit. La question qu'on se pose, Thomas Noro, depuis l'Afrique quand même, c'est de savoir s'il faut condamner le paternalisme dont vous parlez de l'Élysée, ou plutôt le fait que des chefs d'État, comme Paul Biya justement, ou encore le Congolais Sassou Nguesso, se précipitent à l'Élysée, font des pieds et des mains pour être reçus à l'Élysée, alors qu'ils ne sont pas obligés, je veux dire, de faire le transit par Paris avant d'aller partout ailleurs dans le monde. Moi, ce qui me semble, c'est que les populations de ces pays-là condamnent très clairement leurs dirigeants pour ça. Mais par contre, nous qui sommes en France, on s'en prend aux autorités françaises qui apportent la légitimité que ces chefs d'État recherchent. Ils n'en ont aucune, ils n'en ont pas par les urnes, donc ils en cherchent une au niveau des grandes démocraties occidentales. C'est pas la Chine qui va demain valider l'élection frauduleuse de Sassou Nguesso ou de Blaise Compaoré. C'est bien la France. Ben, ce n'est pas la France de François Hollande pour autant. La France de François Hollande. Parce que vous aussi, vous mélangez un peu les époques, non? Écoutez, elle a félicité le nouveau président algérien, Abdelaziz Bouteflika, pour sa réélection. Donc, pour l'instant, le seul test qu'elle a eu, elle l'a plutôt mal passé. Et on verra en 2015 ce qui va en être avec le Burkina Faso. Antoine Glazé, avant de vous laisser réagir, je vais quand même interroger Bruno Boudiguet, parce que j'aimerais qu'il réagisse quand même, je veux dire, à cette idée comme ça qui est en filigrane depuis le début de l'émission. Pourquoi ne pas rechercher en Afrique aussi les raisons profondes justement de la bonne santé de la France-Afrique? Parce que évidemment, c'est vrai que on peut fustiger évidemment l'Élysée, c'est évident, parce que ça, ce diagnostic est fait depuis plusieurs années, etc. Mais on se rend compte quand même du poids, je dirais, de la détermination des élites africaines, des dirigeants africains dans la perpétuation du système. Moi, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toute une génération d'opposants qui a été laminée, qui a été assassinée, qui a été écrasée, donc que ce soit des dirigeants ou des opposants célèbres et des mouvements de libération, donc notamment surtout au début des années 90. Donc justement, au sortir de la guerre froide, il y a eu le mouvement de libération, c'était avant 90. Hein. Oui, ce que je veux dire, les mouvements de les conférences nationales souveraines du début des années 90. C'était plutôt la démocratisation là. La démocratisation, c'est une forme de libération. Vous conviendrez. Non, parce que le mouvement de libération, ça renvoie quand même au Mozambique, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire. Non, moi, il y a deux choses que je voudrais dire. Il y a une phrase dans le livre de survie qui m'a assez interpellé. C'est une citation du ministre de la Défense, Le Drian. Il dit, donc, il est auditionné par le Sénat et il dit: une réorganisation intelligente consiste à diminuer nos effectifs en augmentant notre présence. Et il dit, voilà, j'en parlerai prochainement au président de la République. Ces décisions seront ensuite expliquées aux chefs d'État africains concernés. Je suis désolé, mais il y a quand même cette dimension paternaliste qui subsiste. Alors, deuxièmement, je dirais que on parle beaucoup, c'est vrai, de l'arrivée de la Chine sur le continent africain. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ça ressemble à quoi finalement? Ça ressemble en fait au monde selon ce que décrivait Gobineau. Le comte de Gobineau qui voyait en fait les Africains comme des sous-hommes inutiles et les Asiatiques, il les voyait comme des peuples industrieux mais limités. Et puis les Blancs comme des maîtres, bien sûr. Et aujourd'hui, on a quoi? On assiste à la Chine qui vient prendre les matières premières en Afrique, comme le faisait aussi la France, et que la France le fait toujours aussi, bien sûr. Mais ils viennent fabriquer des choses en Chine, et puis finalement, on a ce monde occidental qui est au-dessus, comme ça, qui plane au-dessus. Ça veut dire que la décision africaine est toujours absente, c'est ça? Mais oui, bien sûr. Alors, je voudrais juste terminer. Finalement, quand on regarde dans les grandes longueurs, au niveau du temps, des époques, tout ça, moi je dirais que finalement, la coopération,
Donc c'est la relation franco-africaine qui est censée être basée sur un humanisme, on arrête la colonisation, etc. Mais finalement, dans la globalité, moi je considère que la coopération c'est un crime contre l'humanité, au même titre que la colonisation et l'esclavage. Peut-être que dans un siècle, certains voudront essayer de trouver des aspects positifs à cette coopération. Moi, franchement, globalement, je n'en vois pas, quoi. Bruno Boudiguet qui a même convoqué Gobineau, hein, vous avez remarqué, Antoine Glaser, c'est à vous. Oui, enfin, moi je sens bien que je comprends que j'agace les gens de survie, parce que j'explique que la France-Afrique, c'est plus la France-Afrique. En plus, encore une fois, comment ils ont utilisé toute le journalisme d'investigation que j'ai pu faire pendant 30 ans. Je veux dire, c'est vrai que il y a une sorte d'ironie un petit peu de l'histoire. Je comprends que ça les agace, parce que France-Afrique, c'est plus facile de dire rien n'a changé que de faire un journalisme d'enquête et de montrer les véritables évolutions. Encore une fois, je ne dis pas que les chefs d'État africains contrôlent tout à Paris, et ils sont à l'Élysée, ils ont tout verrouillé, et que c'est eux les maîtres. Je dis simplement qu'on sous-estime à quel point cette France-Afrique, sur une très longue période, on sous-estime à quel point ils ont maintenu, à mon avis, Foccart au pouvoir pendant toute une période à côté du général de Gaulle, parce que c'était vraiment leur homme à Paris, à ses chefs d'État. Comment, compte tenu du fait de la faiblesse de la France en Afrique, quelqu'un comme François Hollande est obligé de s'appuyer pour son armée en Centrafrique et ailleurs sur quelqu'un comme Idriss Déby, alors que le principal opposant tchadien qui s'appelait Ibni Oumar Saleh a disparu en février 2008, et François Hollande a dit oui, on va voir le commission d'enquête, etc. Sarkozy a dit la même chose quand il était allé à N'Djamena, et finalement Idriss Déby, il est absolument intouchable, que ça soit dans la diplomatie ou que ça soit au niveau des militaires. Et je comprends que Survie, ça les agace de voir que les choses ont changé, mais il y a aussi une arrogance vis-à-vis de ces chefs d'État africains. Vous les prenez pour qui? Vous pensez qu'ils comptent pour du beurre? Je veux dire, faut pas croire du tout. Vous avez même quelqu'un comme Macky Sall. Macky Sall, je vais pas citer les noms des entreprises sénégalais, parce que c'est pas, je suis pas là pour ça. Mais vous avez un milliardaire nigérian qui est en train de montrer une cimenterie au Sénégal, et vous avez un cimentier français qui est intervenu auprès de François Hollande en disant c'est scandaleux, etc., avec tout ce qu'on donne au Sénégal. Donc les rapports de force sont pas tels que le croit Survie. Encore une fois, moi je suis un journaliste, je suis pas militant. La France-Afrique, je la connais mieux que la plupart d'entre eux, parce que j'ai suivi ça depuis très longtemps, mais s'ils veulent vraiment travailler sur la France-Afrique, il faut qu'ils travaillent sur les nouveaux réseaux de la France-Afrique. C'est pas la petite famille recomposée dont ils parlent. Les vrais réseaux de la France-Afrique, c'est un certain nombre de hauts responsables français, militaires, diplomates, dans les entreprises, qui sont au service des chefs d'État et qui ont un vrai réseau d'influence. Les vrais réseaux d'influence sont là, parce qu'évidemment, il n'y a plus d'argent dans les caisses ici, il n'y a plus d'argent non plus au niveau des hauts fonctionnaires, il n'y a plus de coopération française, c'est passé de 12 000 hommes à 1 000 hommes. Je veux dire, dans ces nouveaux réseaux, il faut compter aussi l'armée, non? Parce que vous n'en parlez pas du tout. L'armée qui est au cœur des analyses de survie depuis quelques années. Mais là-dessus, ils ont absolument raison. Sur l'histoire de l'armée française en Afrique, ça je suis complètement d'accord avec eux. Ça veut dire l'armée, en plus, qui sert une présence, pour moi, ça va plus dans mon sens, ça fait croire que la France a encore toute puissance en Afrique, mais c'est vrai que la question de l'armée française est là pourquoi? Est-ce qu'elle est, comme le dit François Hollande, pour lutter contre la guerre, contre le terrorisme, comme ça en général, et on voit que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'elle est là, l'armée française, pour défendre les intérêts qui le disent? Est-ce que si c'est pour défendre les intérêts stratégiques et économiques de la France, à ce moment-là, il faut le dire, et que ça soit clair, mais qu'il faut pas faire croire que l'armée française est là pour l'humanisme, pour aider les Centrafricains qui sont dans une guerre civile. L'armée française est là pour défendre des intérêts stratégiques et économiques, parce que même si la part de marché française reste importante au niveau des chiffres d'affaires, il faut pas se leurrer. Globalement, c'est totalement anormal. Si la France était allée au-devant des sociétés civiles africaines, ne restait pas scotché avec des chefs d'État qui sont là depuis 30 ans, je pense qu'il y avait là, vraiment, il y avait un avenir pour la France en Afrique. Alors, moi, je suis gêné parce qu'en fait, je vais aussi dans le sens de survie sur un certain nombre de choses, mais je dis pas comme survie que ça n'a pas évolué, que ça n'a pas bougé. D'ailleurs, vous vous rendez compte, ils sont obligés de dire la famille recomposée. Ça veut dire recomposer quoi? Ça veut dire Mandela, elle avait disparu ou quoi? Ben écoutez, Thomas, on va vous répondre en quelques instants. On va marquer une dernière fois dans cette émission et on revient. Alors, on abordera justement la question rapidement de l'armée, l'armée qui est aujourd'hui, évidemment, Survie le dit et le répète, au sein
au cœur même de l'appareil diplomatique français? Réponse dans 2 minutes avec Thomas Noirot. Après la pub, restez avec nous. À tout de suite. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec Bruno Boudiguet, auteur de France-Afrique 2012, la bombe à retardement aux éditions Aviso. Antoine Glaser, dernier ouvrage paru, Africa-France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu aux éditions Fayard, et Thomas Noirot, co-auteur de France-Afrique, la famille recomposée aux éditions Sileps. Et j'indique à nos amis, à notre ami surtout, qui nous envoie plusieurs messages depuis le Canada, que voilà, c'est aux éditions Sileps, l'ouvrage de Thomas Noirot. Et celui d'Antoine Glaser aux éditions Fayard, celui de Bruno Boudiguet, édition Aviso, comme ça tout le monde va vendre un bouquin ce soir au moins au Canada, c'est très bien. Thomas Noirot, alors je disais au cœur de vos réflexions depuis 2 ans, peut-être un peu plus, des réflexions évidemment de l'association Survie, il y a le rôle de l'armée au sein de l'appareil diplomatique français. Est-ce qu'on peut dire quand même, question donc liée à cette réflexion, est-ce qu'on peut dire que l'intervention au Mali par exemple s'est fondée sur le même logiciel que l'opération militaire de la France au Tchad en 2008? Sur le même logiciel, non, puisque pour le coup, il y a une intervention au sol nettement plus importante que simplement le coup de feu des forces spéciales. Je parle du logiciel politique, là, bien compris. D'accord. Sur le logiciel politique non plus, puisque en Tchad en 2008, il s'agissait de sauver la peau d'Idriss Déby, puisque visiblement il était encore utile et pertinent qu'il reste au pouvoir pour un certain nombre d'acteurs, dont l'état-major français. Alors qu'au Mali, on est sur une toute autre configuration, ça tout le monde le sait. Mais par contre, ce qui intervient à l'occasion de l'intervention au Mali, c'est la reprise de pouvoir par l'état-major français au sein de l'appareil décisionnel d'État. C'est la manière dont les militaires, et notamment le général Puga, chef d'état-major particulier de François Hollande, qui était déjà le chef d'état-major particulier de Nicolas Sarkozy depuis 2010, va devenir l'espèce d'éminence grise de l'interventionnisme militaire en Afrique et en fait, de facto, de la politique africaine de François Hollande, qui est largement axée autour de ça aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on analyse aujourd'hui, c'est à ça qu'on répond. Et pour répondre à la question d'Antoine Glaser tout à l'heure qui se demandait pourquoi la famille recomposée, justement parce qu'il y a des recompositions. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de dire qu'on dit que rien n'a changé. Au contraire, on dit que des réseaux sulfureux, d'émissaires officieux comme Bourgi ou Guéant ont été mis sur la touche, Balkany, tous ces réseaux-là, on n'en parle plus. Il y a une reprise en main par une diplomatie plus officielle. Ça, on ne le nie pas, mais pour autant, ça n'enlève pas le côté criminel du soutien politique à des dictatures. Et puis, l'armée, qui avait été un peu, pas mise sur le côté, mais qui avait peut-être été un peu en perte de vitesse dans sa capacité à influencer le pouvoir politique sous Sarkozy, est clairement revenu sur le devant de la scène et occupe aujourd'hui un rôle central. Et puis au niveau des entreprises, c'est pas juste une analyse au doigt mouillé en citant quelques happy few comme le fait Antoine Glaser, mais c'est le fait de regarder précisément quelles sont les implications de la mondialisation en Afrique pour les entreprises qu'on qualifie de françaises. Donc notre ouvrage, c'est tout ça. Et si Monsieur Glaser demande pourquoi est-ce qu'il y a ce titre, c'est que visiblement il ne l'a pas encore lu, mais je lui en souhaite une bonne lecture. Il va le lire, certainement, Antoine. Absolument, je vais l'avoir ce matin et j'ai pas encore vu la recomposition, mais je vais le lire. Moi, je l'ai lu, justement, ce week-end. Bruno Boudiguet. Je trouve que ce livre de survie, La famille recomposée. Bon, je suis pas très fan du titre, mais le contenu, je pense que c'est le meilleur livre de survie depuis Noir Silence. Le vôtre n'est pas mal non plus, dites-le. Écoutez, oui, j'aime ce que j'écris, sinon je ne l'écrirais pas. Mais le livre de survie, bon, puisque on parle de l'actualité quand même, en 2014, moi j'ai arrêté de travailler sur la France-Afrique en 2012. J'ai travaillé sur le Rwanda depuis 2 ans, mais ce livre de survie est quand même le meilleur livre de survie depuis Noir Silence en 2000, donc ça fait un bout de temps. Et c'est une très bonne, je trouve, notamment donc tous les aspects politiques, les nouveaux réseaux, très très bien expliqués. L'analyse militaire de Raphaël Granvaux, elle est quand même magistrale à mon sens. Et l'analyse économique aussi est très intéressante. D'ailleurs, moi, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, c'est que pendant la colonisation, finalement, c'était pas des entreprises publiques au départ qui étaient qui bénéficiaient directement du système de la colonisation, c'était des entreprises privées. Alors peut-être qu'aujourd'hui, finalement, c'est des entreprises privées d'autres pays, la Chine, etc., enfin, le monde entier, mais finalement
quand on regarde économiquement, oui, ça a changé. Il y a des nouveaux acteurs économiques, mais il y a aussi un boom, de l'extraction des matières premières, etc. Mais on en revient toujours quand même à l'Afrique, continent des matières premières, alors que elle devrait à la fois rester évidemment dans les matières premières, pourquoi pas, quoique l'extraction du pétrole et l'uranium, je sais pas si ça fait vraiment du bien à cette planète, mais voilà, finalement, il y a quand même voilà ce changement, mais cette continuité quand même de cette Afrique qui reste un réservoir à matière uniquement un réservoir à matière première, alors que c'est évidemment un continent incroyable de vivacité et d'intelligence. C'est aux Africains aussi de changer d'option également, de changer d'orientation également. C'est à eux aussi d'agir évidemment pour changer la donne. Thomas Noireau, dernière question pour vous. On arrive à la fin de l'émission. S'il vous plaît, une réponse rapide, je vous en prie. L'une des grandes idées qui a été prônée depuis plusieurs années d'ailleurs par les socialistes, un peu plus depuis 2 ans et demi maintenant, depuis 2012 par François Hollande, c'est la transparence dans les relations entre la France et l'Afrique. Est-ce que cette transparence est une réalité aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que vous pensez par exemple que les Français sont mieux informés aujourd'hui sur les relations franco-africaines, beaucoup plus qu'avant, un peu moins, un peu plus, un peu, ou pas du tout? Je ne saurais pas si c'est dire plus ou moins, mais en tout cas absolument pas. Les accords militaires, les accords de défense qui ont été renégociés, et aujourd'hui il y a un certain nombre d'accords qui ont été signés depuis l'arrivée à l'Élysée de François Hollande et qui n'ont pas été publiés. Donc là, un manque de transparence criant, un manque de transparence sur d'autres éléments comme l'aide publique au développement, par exemple. L'AFD, l'Agence française de développement, n'a pas publié son sondage cette année tellement les résultats étaient mauvais. Et montrer une image mauvaise que les Français pouvaient avoir à la fois de l'aide au développement et du travail de l'agence. Donc un manque de transparence aussi sur la nature des régimes qui sont en place. On présente Idriss Déby comme quelqu'un de formidable qui a aidé à sauver la veuve et l'orphelin au Mali. On oublie de préciser son rôle dans l'effondrement de la Centrafrique et puis on oublie surtout de signaler qu'au Mali, en fait, il a envoyé une armée qui joue l'armée supplétive pour l'armée française et qui en fait permet à François Hollande de sauver la face en ayant enfin une africanisation de l'opération, parce que sinon c'était beaucoup trop la France gendarme de l'Afrique. Mais là-dessus, Idriss Déby s'est rendu essentiel pour François Hollande sur une question d'image, de message, mais sur le plan militaire, ça reste à démontrer. Merci beaucoup Thomas Noireau, merci infiniment. Je rappelle, vous êtes membre de l'association Survie, co-auteur de France-Afrique, la famille recomposée, aux éditions SIDEPS, avec Fabrice Tarit et Raphaël Granvaux. Vous allez peut-être écouter également que vous n'avez pas encore cité, mais Thomas Deltombe, Alain Deneau et Benoît Orval. Si je les cite tous, évidemment, voilà. Vous l'avez fait. Mais en tout cas, je renvoie les auditeurs à cet ouvrage, France-Afrique, la famille recomposée aux éditions SIDEPS. Je vais très vite, Antoine Glaser, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que les dictateurs dont on parle là, je veux dire, sont aussi en voie de disparition en Afrique. Le nombre s'amenuise au fil des années. On le dit pas assez. Oui, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir des gens qui sont depuis 30 ans au pouvoir. Et c'est incroyable de voir comment la France, quel que soit, à mon avis, le président français, qu'il soit de droite ou de gauche, il finit par faire avec. Et encore une fois, au lieu d'aller au-devant des sociétés civiles africaines, ils continuent à être scotchés. Mais les dinosaures disparaissent aussi. Oui, mais ils ont besoin. Enfin, on a bien vu quand il y avait des prises d'otages, il fallait demander au président Paul Biya du Cameroun. Un dinosaure. Mais exactement. Donc, il faut comprendre aussi, encore une fois, je trouve, c'est un peu dur à dire, mais il y a autant une arrogance pour moi française d'une certaine façon pour tous ceux qui disent oui, voilà, c'est la France qui contrôle tout en Afrique, et moi je suis vraiment pour l'Afrique, aux Africains, c'est aux Africains de se débrouiller, ceux qui feront leur révolution. Donc de Paris de dire toujours ouais, la France manipule et tout, les pauvres petits Africains, le paternalisme il est autant du côté de Survie très souvent que du côté aussi d'un certain nombre de gens du Parti socialiste, parce que faut arrêter de dire voilà, on instrumentalise tout. Voilà, Thomas, on n'aura pas l'occasion de vous répondre, Thomas Noireau, mais enfin bon, c'était une bonne conclusion, en tout cas, aux Africains, en tout cas, de changer la donne. Merci infiniment, c'est un débat à suivre, forcément. Merci à tous nos amis qui interviennent sur facebook.com/le grand débat, notamment Daniel Lombari, Bernabé Sedoufio, Marc Rouissou. Merci, je n'ai plus le temps de lire vos messages, mais on peut les retrouver sur la toile, sur Internet. Merci à vous, Thomas Noireau. Merci, Antoine Glaser, d'être venu. Merci, Bono Boudiguet. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Hélène Bizio. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez grand soin de vous. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat